Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio, la radio du rugby. On est ensemble jusqu'à 20h en compagnie de Daniel Herrero et évidemment avec vous au 0826 300 300. Les vraies voix du rugby, c'est une libre antenne et évidemment on attend vos appels. Dans cette heure, on va revenir évidemment sur la première convaincante de l'équipe de France dans ce tournoi des 6 nations. Une victoire face à l'Irlande 34-16. Vous avez aimé les choix de Fabien Galtier. Mathieu Jalibert vous a convaincu au poste de numéro 10. Vous estimez qu'il est trop tôt pour s'enflammer pour cette équipe de France. Et oui, il y a peut-être un petit peu des sceptiques parmi vous. En tout cas, Zach vous attend au standard 0826 300 300. C'est le numéro pour nous appeler. Et puis si vous êtes trop timide, ça arrive, il y a des gens qui n'ont pas envie de passer à l'antenne, Daniel. Eh ben, il y a un numéro par SMS qui fonctionne aussi. Vous envoyez rugby par SMS au 7 20 18, suivi de votre question à Daniel Herrero. Marius est là pour nous transmettre tous vos messages. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Et on va pas perdre de temps, on accueille Daniel Herrero. Bonsoir Daniel. Amis de Sud Radio, bonsoir. Amis du rugby, et évidemment, je vous salue avec affection. Bon Daniel, forcément, aujourd'hui, au lendemain d'une belle victoire face à cette équipe d'Irlande, on a le sourire dans la voix. On a passé une belle soirée hier. Oui, on a le sourire, on a la jovialité, on a la satisfaction d'avoir vu hier un magnifique match de rugby et bien sûr une remarquable équipe de France dans son ensemble, dans l'ensemble de la partie ou dans l'ensemble de son comportement sur le déroulé du match. L'allure générale était d'un bon ou d'un très bon niveau, le match lui-même, c'est-à-dire avec l'adversaire, quoi. Et la performance du 15 de France, elle se situe à mon sens assez haut, puisque quasiment tous les secteurs du jeu, tous les secteurs que le rugby peut proposer sur un terrain, c'est-à-dire le combat, la course, l'évitement, la qualité des passes, le soin apporté au jeu au pied, évidemment la rigueur défensive, le secteur de la discipline, c'est-à-dire ne pas commettre de fautes et ne pas donner des points à l'adversaire, tous ces secteurs-là ont été réalisés, ont été affrontés, ont été vécus avec talent, et parfois même avec classe, notamment dans la construction. Ouais. Ce qui a donné au match une splendide allure. À l'évidence aussi, quand même, la première partie du match, qu'on appelle la première mi-temps, elle était, particulièrement brillante. Ouais, on va peut-être revenir justement sur cette première période avec vous au 0826 300 300. Il est temps déjà d'accueillir notre premier auditeur. C'est Ludovic qui nous appelle depuis Palavas-les-Flots dans l'Hérault. Bonsoir Ludovic. Oui, bonsoir messieurs, merci de m'accueillir. Mais bonsoir avec Ludovic. Grand plaisir, tu es sur Sud Radio chez toi Ludovic. Alors toi justement, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de France? Tu as vu le match hier, est-ce que tu as été enthousiasmé? Et notamment par la première période, comme le souligne Daniel Herrero. Oui, Daniel a dit le mot, c'était remarquable. Et effectivement, la première mi-temps où je rappelle, et c'est très rare pour être souligné, on a commis une seule faute. Zéro pénalité en première période. Je pense que pas une seule pénalité. Daniel l'a dit et je pense que c'est ce qui était en filigrane sur la deuxième période. Il y a eu un petit relâchement. C'est pour ça qu'on parle de vraiment première mi-temps qui a été brillante. Ce qui a permis d'ailleurs aux Irlandais de revenir. Mais heureusement, ça s'est mieux terminé pour les Bleus. Le match était incroyable. On rêve tous de commencer un tournoi à destination de cette manière-là. Moi, je retiens quand même deux choses. C'est que avant ce tournoi à destination, il y a quand même notre sélectionneur, M. Galtier, qui a été énormément critiqué. Et puis là, après ce premier match, qui est effectivement de haute volée de la part du 15 de France, on parle peut-être, alors même si c'est pas l'Irlande qu'on a connue il y a encore 2 ou 3 saisons, et que c'était à domicile, il y a encore des matchs qui vont arriver, notamment l'Italie après à la fin du mois à domicile à Lille. Mais voilà, on parle peut-être de grand chelem. Moi, je retiens aussi que les remplaçants, les finisseurs, comme aime le dire M. Galtier, heureusement qu'il y a eu ce turnover et de réussite de la part de Galtier, parce que effectivement c'est là où l'équipe a commencé, puisque c'était justement un match très exigeant, à pouvoir apporter un second souffle et faire en sorte que sur la durée du match, le 15 de France puisse bien répondre. Ouais, il y a deux choses assez intéressantes dans ce que dit Ludovic. Daniel, on va déjà revenir sur Fabien Galtier. Il dit, Ludovic, avant le tournoi, il était un petit peu critiqué, que les choix notamment de la tournée avaient peut-être été un petit peu douteux. Est-ce que tu as le sentiment que sur ce match, il a fait taire les critiques, Fabien Galtier, Daniel? Ah, sans aucun doute. Alors, il faut voir quel type j'allais dire de critique a-t-il par ce match-là réussi à éteindre ou à transformer.
Fabien Galtier, il n'a pas transformé, il n'a pas nettement amélioré son expression populaire pour nous expliquer le jeu de rugby. On comprend toujours pas grand-chose à ce qu'il nous raconte et on a toujours des zones d'incertitude dans ce qu'il veut dire. Il reste que l'équipe qu'il a présentée hier déjà méritait une réflexion. Elle supposait qu'il s'était passé quelque chose avant le choix des joueurs. Ce quelque chose, il pouvait être de quel ordre? Il pouvait être, on remplace des joueurs qui sont blessés, d'autres qui sont très fatigués, donc des rotations, des turnovers, on appellera ça, ou tout au moins des transformations de la formation d'équipe qui sont liées à des conjonctures. Alors, pourquoi pas? C'était possible. On le voit sur 2 ou 3 postes. Ils ont changé parce qu'il y avait des blessés. Ils ont mis. Mais en même temps, il y avait 2 ou 3 postes qui étaient susceptibles d'être changés par intention stratégique ou intention, je dirais, plus globale sur le projet de jeu. Et si on a la sensation, en regardant le match, qu'il y a quelque chose qui est un peu différent de ce qui se faisait avant. Soit c'est ponctuel, parce que l'adversaire est très faible en défense, on attaque vers le large, par exemple, soit c'est un peu programmé. Il semble qu'assez vite, on se dise, tiens, les Français, dans la dernière année écoulée, n'ont jamais produit ce type de jeu. Ils ont produit un jeu souvent très structuré, assez appliqué, plutôt bon sur les bases, assez rigoureux dans tous les secteurs de la conquête de la balle, assez rigoureux sur le secteur défensif, encore qu'il y a eu des fluctuations l'année dernière, mais toujours assez conforme sur quand on a la balle, qu'est-ce qu'on fait et comment on joue, ce qu'on appellerait le projet d'utilisation de la balle, quoi. Qu'est-ce que tu fais sur un terrain? Et là, hier, on a vu assez tôt ce qui parfois existe, mais qui ne s'inscrit pas dans le temps comme ça l'a été hier. On a vu, tiens, ils peuvent partir de loin. Un peu plus de liberté dans le jeu pour les arrières, notamment de l'équipe de France. Ils peuvent partir de loin. Ils construisent du jeu dans leurs 30 mètres. Un peu plus loin. Voilà. Tiens, mais ça on le voyait pas. Ouais. Ils utilisent le jeu au pied presque essentiellement en pression avec idée de reconquête. C'est-à-dire un jeu au pied qu'on en qualifiera presque de offensif. Peu de ce jeu au pied qui nous a saturés dans les 2 ou 3 dernières années. Ce jeu au pied d'allonge, ce jeu au pied d'occupation de terrain, ce jeu au pied de sortie du terrain. Tu vois. Bon, grosso modo, il y avait peut-être les prémices d'un changement un peu plus profond. Est-ce que Galtier et son staff a envisagé, à 2 ans de la Coupe du Monde, tu vois, l'avant-dernier tournoi avant la Coupe du Monde, d'impulser vers un jeu, alors, je dirais différent. Et si ce différent, je dis, plus ouvert, plus global, et si je dis plus français, alors là, on arrive sur Galtier serait-il un nouveau prophète? Ouais, avant d'accueillir Raphaël au standard, Ludovic soulignait un autre point. Je suis pas forcément d'accord avec ce que Ludovic a dit, mais on a le droit sur Sud Radio, on parle vrai évidemment. Il parlait de l'apport du banc qui avait amené un second souffle. Moi, j'ai le sentiment que justement l'équipe de France a un petit peu ralenti au moment justement des changements. Est-ce que les 5 changements d'un coup ont pas été trop importants? Est-ce que les remplaçants ont amené ce qu'ils devaient? Parce que j'ai le sentiment, par exemple, qu'un Meafou, quand il est rentré, a amené moins de qualité que ce que Guillard proposait sur le début de match, où il avait été monstrueux. Monstrueux, à l'évidence. Alors, à travers cet exemple-là, hier, la rotation, le grosso modo, le coaching à l'heure de jeu, un peu plus, un peu moins, quoi, ça interroge depuis longtemps quand même. Est-ce qu'on change pour simplement changer? Est-ce qu'on change avec des raisons objectives? C'est-à-dire, celui-là fatigue un peu, on le change. Celui-là vient de passer un moment un peu difficile, il est moins bien psychologiquement, on change. Est-ce que celui-là, il a un pet qui le trouble un peu, on change? Ou alors, est-ce que non, à l'heure de jeu, on en change 5 ou 6? C'est quand même comme ça que ça se passe depuis assez longtemps. C'est-à-dire, c'est plus un changement adaptatif, mais c'est un changement programmé. Oui. Avec tous les aléas qu'il y a derrière. Tu dis, mais pourquoi hier, il sort Guillard, qui est souverain sur le terrain, qui est quasiment le meilleur joueur sur le terrain, pour faire rentrer Meafou, sans aucun doute, parce qu'il lui a dit qu'il rentrerait à l'heure de jeu. Bah oui. Quasiment, il en a fait promesse. Bon, en cela, moi je mets déjà le bémol sur cette obligation. Ça me paraît presque de l'ordre de la bêtise. Mais c'est un comportement... Et avec l'idée quand même, quand tu en changes 5, en général, tu apportes quelque chose, malgré tout. Souvent de l'ordre du global, plus que de l'ordre de l'individuel. Hier, non, on peut pas dire que... La mutation, notamment du paquet d'avant, le 4 avant changé, est-ce que ça a amené plus de tonicité à la 50e minute? Non. Est-ce que ça a amené plus de capacité combative? Non. Est-ce que ça a amené plus de technicité? Non. Honnêtement, non. Dans ce secteur-là, je crois pas. Chez les Irlandais, oui. Ouais. Les Irlandais, leur banc va retonifier en agressivité, en fraîcheur physique, athlétique, et nous ont remis un peu plus de pression qu'ils ne l'avaient fait avec les anciens en première mi-temps. En d'autres termes, non, je ne crois pas. Il y a un point qui m'apparaît à la fois assez joli et mérité la réflexion, c'est le point serein. Ah oui.
Tu vois, Serein, ils le font rentrer, lui pas à l'heure de jeu, ils le font rentrer à 8 minutes de la fin. C'est-à-dire, ils le font rentrer sans aucune raison de sortir Antoine Dupont, le demi-mêlée, tu vois, qui est capitaine et titulaire. Et ils le font rentrer, alors pourquoi ? Il n'y a pas de raison majeure. Antoine n'est pas blessé, il est souverain sur le match, le destin du match est déjà installé. Et ils le font rentrer parce que Serein, ça fait 10 ans qu'il est dans les 2-3 meilleurs demi-mêlés français. Il a quelquefois joué, il a quelquefois été mis au frigo, il a une assez grosse carrière. Il a quelquefois été un peu, je sais pas comment on pourrait dire, pompier de l'aventure. Quand il est parti il y a 2 ans ou un an et demi en Argentine, c'était que nous n'avions plus un seul demi-mêlée valide et il est parti, il a été mis capitaine. Là pour compenser les absences. Compenser des absences, compenser des déficiences. Il a manifesté sur son poste de demi-mêlée une solidarité, une serviabilité, une docilité vis-à-vis au rugby de France, même s'il a été dépassé par 2 ou 3 joueurs, notamment par Antoine. Et à la sortie hier, il a été pris. Il a fait une bonne entrée. Il a fait une bonne entrée. Enfin, il a fait une entrée, comment on pourrait dire, tu vois, celle qui va t'amener à saluer le monde en disant, voilà, j'étais ça. Oui. J'étais ça. Oui. Serein, je peux le faire. Voilà. Puis j'étais ça, moi. Oui. Il faut rentrer à 10 minutes de la fin pour que le public le salue, pour qu'il ait un petit instant de belle gloire et d'honorabilité de sa carrière. Et Serein, dans les 7 ou 8 minutes où il rentre, il va jouer tous les ballons sans exception. Tous, il va pas donner un seul coup de pied, il va partir au ras de mêlée, il va écarter, il va enchaîner, il va jouer à la main. Il va essayer de montrer un inventaire, lui savait faire ça. Il n'y avait plus d'interrogation sur le match.
Le moment sur Sud Radio de jouer. Oui, vous pouvez gagner sur Sud Radio vos places pour la 17e journée de Top 14. C'est Canal+ et Sud Radio qui vous offre vos places pour la rencontre entre le Loup et Montauban. Ce sera le jour de la Saint-Valentin à 16h35, donc le 14 février. Et pour jouer et gagner vos places pour Loup Montauban, vous envoyez dès maintenant Sud par SMS au 72018, SUD au 72018 par SMS pour remporter donc vos places pour cette rencontre de Top 14 entre le Loup et Montauban, un match extrêmement important dans la lutte pour le maintien. Allez, on retourne à notre dialogue avec les auditeurs de Sud Radio, avec toi Daniel, et c'est William de Brive-la-Gaillarde qui est avec nous. Bonsoir William, et on accueille aussi Dominique de Rodez. Bonsoir Dominique. Bonsoir William, bonsoir Dominique. Allez, on va commencer avec William. T'as regardé le match hier et je voulais qu'on s'intéresse plus précisément à la charnière de l'équipe de France et à l'entente entre Antoine Dupont et Mathieu Jalibert. William, qu'est-ce que t'as pensé de l'entente justement entre les deux hommes ? Mais ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'ils ont déjà dominé la charnière irlandaise. Aujourd'hui, quand on prépare un tournoi à gagner, on prépare surtout une Coupe du Monde. C'est là où les résultats comptent réellement. On a besoin de savoir aujourd'hui, est-ce que la charnière Dupont, Antoine et Mathieu, est-ce que c'est une charnière avec les deux peut-être meilleurs joueurs du monde à leur poste? Est-ce qu'ils sont capables à tous les deux de constituer la meilleure charnière du monde qui sera nécessaire pour aller au titre, qui est quand même l'objectif final. Hier, ce qui m'intéresse, c'est que chacun a dominé son adversaire direct. Aujourd'hui, Antoine a sorti un gros match sur son retour, et Mathieu Jalibert a été toujours à l'initiative, toujours dangereux. Il a fait ce qu'on aime chez Mathieu Jalibert. Après, on peut gratter sur un moment raison contrée, etc. Mais il a fait ce pourquoi il est là, et ça montre quand même que tous ces débats qu'on a eus, est-ce qu'Antoine Dupont veut jouer avec Mathieu Jalibert, est-ce que Mathieu Jalibert va arriver à se faire sur ce système justement proposé par Fabien Galtier. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant, le match d'hier. Voilà, on a une charnière irlandaise qui tient la route. Là, on les a dominés individuellement. Le binôme les a dominés. Ils vont avoir encore maintenant d'autres matchs pour confirmer ça face à des adversaires directs au profil complètement différent. Donc, je veux pas m'emballer parce qu'on a gagné qu'un match dans le tournoi pour l'instant. L'objectif final, il est dans 18 mois. Mais je trouve ça intéressant parce que on est parti d'une situation qui posait question. Et hier, il y a eu beaucoup de cohérence dans ce qu'ils ont proposé tous les deux. Ouais, pas mal de cohérence, une charnière intéressante. Daniel, t'es d'accord avec l'analyse de William, notre auditeur de Brive-la-Gaillarde ? Bah oui, William, il manifeste un intérêt à la cohésion, à l'harmonie, à ce que ça fonctionne dans l'échange, dans le synchrone, je dirais, de leur comportement. La présence de Mathieu Jalibert et la composition de cette paire de demi, elle pose des problèmes elle pose des interrogations, tout autant que des problèmes depuis maintenant bien longtemps. Tu vois, mais c'est un peu légitime. Là, par exemple, hier, ils ont osé délibérément de mettre deux joueurs dont le talent incontestable, c'est le brio. Ouais. Tu mets deux joueurs brillants ensemble, ça peut être époustouflant. Ça l'a été en partie hier. Ça peut être un peu contradictoire, et ça peut être parfois ce qu'on pourrait appeler les luttes inconscientes d'ego. Oui. Il y en a un qui joue un peu plus que l'autre, il y en a un qui prend un peu plus de lumière que l'autre, il y en a un qui recherche un peu plus la lumière que l'autre. Oui. Et quand c'est dans une paire de demi, c'est susceptible de générer des tensions ou des approximations. Et hier, on a vu ces deux joueurs remarquablement harmonisés, très disposé à s'entendre, très goulayant de soyez tranquille, on s'aime bien. Il n'y a pas d'équivoque, tu vois, et en même temps plutôt bien mené stratégiquement. On sait que Mathieu Jalibert, il a à peu près tous les attributs. On voit bien la petite réticence défensive qui traîne depuis 5 ou 6 ans et qui se comble. Oui, hier c'était bien. Demain, ça sera peut-être bien encore, et on espère. Mais enfin, bon, on sait que ça, c'est quelque chose qu'il a un peu comblé. On voit bien aussi qu'il a son arsenal technique, Mathieu Jalibert, qui ressort pas toujours très adapté. Hier, on se disait, quand va-t-il nous faire le petit coup de pied par-dessus, qui fait qu'il le fait depuis qu'il est né. Oui. Tu vois, on peut dire ça a marché. Et il a fait, ça a marché, on a marqué un essai. Tu vois, mais Antoine en a fait un derrière, pas loin d'être le même, qui a aussi amené un essai avec le coup de pied miraculeux de Marabos. Non, en d'autres termes, c'était magnifique dans le sens où, le premier quart d'heure par exemple, Mathieu Jalibert touche pratiquement pas un seul ballon. Antoine prend tout le jeu au pied défensif. Antoine prend toute la distribution du jeu. C'est-à-dire il a le monopole de la gestion et le monopole de l'action. Antoine, tout passe. Et Jalibert, pendant ce premier quart d'heure, on se dit, ma foi, on va bientôt voir. Il va enchaîner derrière avec de la liberté.
il va enchaîner derrière avec la capacité à faire à peu près ce que le jeu lui demande. Et hier, Mathieu Jalibert a été magnifique dans l'adaptation à ce qu'a proposé la défense irlandaise. Il aura à peu près tout fait. Le petit par-dessus, le retour à l'intérieur, la double sautée, la fixation, la provocation personnelle. Il est allé les chercher 2 ou 3 fois, en d'autres termes. Et il a mangé la lumière à personne. Ah oui. Il en a offert presque à tout le monde. Ouais. Et là, hier, nous avions, au moins sur la première mi-temps, une paire de demi qui était de l'ordre de ce que William nous dit, en l'occurrence, probablement ce qui se fait le mieux à l'heure actuelle en Ovalie. Ouais. Dominique, est-ce que tu partages justement l'analyse de Daniel sur cette charnière Antoine Dupont, Mathieu Jalibert? Est-ce que toi aussi, tu as été enthousiasmé? Alors, bonsoir tout le monde. Ciao, oui, en fait, c'était très intéressant. J'adore les analyses de Daniel, mais j'aimerais juste rajouter qu'on parle beaucoup des joueurs, mais je parle moi du chef d'orchestre et je voulais juste dire merci à Fabien Galtier d'être fin stratège et technicien, parce que tout ce qui se joue sur le terrain, c'est quand même lui à l'origine qui a créé une stratégie. Et au travers de ça, on a vu un collectif qui était bon. Mais je m'arrêterai à bon parce que je me rappelle de l'ère 1 de Fabien Galtier, avec tous ces matchs qu'on gagnait les uns au fur et à mesure et qui permettaient à l'équipe de France de s'élever. Quand je compare cette période-là et le match d'hier, j'étais sur un rêve, je marchais sur l'eau, mais je me suis dit... on n'est pas encore au niveau du début de l'ère Galtier quand il a commencé. Et je pense à ça parce que, attention, il faut pas se leurrer. Les Français, on a toujours tendance à dire « Ah, ça y est, c'est super, on va écraser tout le monde » et le lendemain, on se ramasse. Et donc là, il y a une partition qui a été parfaite. La première mi-temps, mais c'était le rêve. Même les commentateurs disaient « Pas une pénalité contre l'équipe de France ». C'est vrai qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait. Et c'est pour ça que je salue aussi Fabien Galtier. Les joueurs ont appliqué à la lettre ce que le boss avait donné comme instruction. Mais franchement, cette mise en lumière, c'est aussi pour Fabien, parce que moi j'ai toujours défendu cet homme parce qu'il a été maintes fois critiqué, et je ne louais qu'une chose, c'est qu'il soit sélectionneur en équipe de France. C'est chose faite. Dominique, tu restes avec nous. On va remercier William de nous avoir appelé depuis Brive-la-Gaillarde. Ciao, William. Daniel va répondre à Dominique, notamment sur les choix stratégiques de Fabien Galtier. Est-ce que c'est ça qui nous a fait gagner? Mais est-ce que aussi les Français ne sont pas encore au niveau qu'ils étaient au tout début du mandat de Fabien Galtier? Ça, c'est un long débat et on en parle dans un instant sur Sud Radio. Vous pouvez toujours nous appeler au 0826 300 300 pour parler avec Daniel Herrero de l'équipe de France de rugby. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé dans le grand matin Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour les vraies voix du rugby, toujours en compagnie de Daniel Herrero. C'est votre libre antenne. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Dominique est avec nous toujours depuis Rodez. Et Dominique, en avant-pub, il soulignait la prestation stratégique de Fabien Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France, pour cette victoire 36-14 face à l'Irlande. Mais il nous faisait part aussi de ses réticences. Il estimait qu'il fallait pas s'enflammer, que l'équipe de France n'était pas au meilleur niveau qu'on a vu depuis le début de Fabien Galtier avec cette sélection. Est-ce que tu partages cet avis, toi, Daniel? Non, parce que c'est assez difficile d'analyser les différentes étapes, la qualité des étapes du mandat de Fabien Galtier. Fabien Galtier, quand il commence à entraîner l'équipe nationale, il fait aussi avec la précédente équipe en 2019 une espèce de partenariat un peu étrange où il n'est pas radicalement leader. Il attaque son premier mandat, Fabien Galtier, avec une mission sacrée. La prochaine Coupe du Monde en 2023, elle sera en France et il faut qu'on y arrive comme des avions gaillards. Et là, il commence un mandat avec une équipe assez jeune dont très vite il arrive à donner une allure sereine. Elle est j'allais dire, composée de plein de joueurs plutôt jeunes, plutôt talentueux, et c'est assez brillant sur le plan moral. C'est serein, c'est costaud, c'est un appétit, c'est français en même temps de cœur. Ça dégage bien. Ça joue moyennement au rugby, mais il y en a 3 ou 4 dans ce collectif très tôt, 2021, 2022, 2023, un peu avant la Coupe du Monde. Il y en a 2 ou 3 qui sont porteurs d'un potentiel exploit qui va nous faire gagner 5 ou 6 matchs, qui vont donner à l'équipe de France un rôle assez élevé. On pense évidemment à Damien Penaud, on pense à Antoine Dupont au début, où il est absolument époustouflant
époustouflant, et notamment dans les conclusions, ce qui ne fait plus depuis longtemps. Et en même temps, on pense à, évidemment, Romain Ntamak. On en a 3 ou 4 comme ça. Et là, ça dure 2-3 ans. Ça joue pas très bien. On s'aperçoit qu'en termes de rugby, c'est pas mal. Mais enfin, bon. Il y avait une grosse défense à cette époque-là. Très grosse défense. On sacralisait la défense encore, qu'il n'était pas encore arrivé Sean Edwards, lui qui était, a priori, le monstrueux éducateur du système défensif. On avait une bonne défense. On avait déjà l'émergence d'un buteur presque exceptionnel. Thomas Ramos, il arrive. Buteur exceptionnel, c'est le mec qui fait 90% où qu'il soit. Il te fait gagner, lui, la moitié de tes matchs. Ceux qui sont un peu tendus, ceux où il y a que peu de différence de talent entre les deux équipes, le buteur. Le buteur, quelques joueurs d'exploit, une sérénité d'ensemble, ça fait le premier mandat. Mais on joue pas très très bien. On perd en quart de finale de la Coupe du Monde, en ayant la sensation que la Coupe du Monde, elle était bien moyenne. On n'a pas fait un gros match. On a été bien médiocre contre les Uruguayens. On a été, parfois, on n'a rien à dire sur les autres. Et contre l'Afrique du Sud, on est dominé de la tête et des épaules. On tourne la page en disant, maintenant la prochaine, enfin, elle n'est plus en France, la prochaine elle est en Afrique du Sud. Là, jusque-là, moi je dis, sur le système de jeu, on était bien dans le classique, on jouait comme les autres, et on avait sacralisé la période Galtier, on avait quand même sacralisé celle-là, hein, 22, 23, 24 même, on avait sacralisé le jeu au pied. Ça s'appelait grosso modo la dépossession, ça veut dire grosso modo l'occupation du terrain, c'est un élément majeur de la stratégie contemporaine du rugby. Voilà. Aujourd'hui, le rugby, dans ton camp, tu joues pas, entre deux jeux, tu commences à envisager l'hypothèse de construction, mais tu construis que quand tu arrives dans le jeu adverse, dans le camp adverse. Et quand tu arrives dans le camp adverse, dans les 15 derniers mètres, en général, tu sors soit le gourdin, le pick and go, soit l'euphorie, c'est-à-dire, il y a les grosses perforations, tout le monde devient fou, et ça donne une allure générale que toutes les équipes du monde jouent presque. Nous, on jouait comme les autres, mais presque, y compris encore l'année dernière, hein. Notre potentiel construction était bien moyenne. Désolé, petit frère Dominique. Le rugby français était correct, hein, mais on disait presque toujours aussi bien que nous. Mais nous, on a toujours un petit potentiel exploit, on a toujours un grand buteur, et on a toujours l'idée qu'un jour, quand même, si ça se libère... La qualité des hommes plus que la qualité du jeu. Absolument. C'est absolu. Et hier, alors pour répondre à Dominique, hier quand même, hier on voit arriver quelque chose qui semble porteur d'un changement. Peut-être qu'on a un peu changé. Moins de pieds, moins d'occupation du terrain, plus de construction, moins de ségrégation rigoureuse, pour ne pas dire équivoque, tu vois, du terrain, quoi. Hein. Il y a Dominique, tu voulais réagir peut-être? Oui. Oui, je voulais juste répondre à Daniel parce que j'adore l'écouter. Il a son franc-parler, il a ses idées, donc c'est génial. Mais Daniel, il faut pas oublier que quand Monsieur Galtier, enfin je dis Monsieur Galtier parce que j'ose pas l'appeler Fabien, quand il a commencé son mandat, il a dit je vais m'appuyer sur les jeunes. Il faut pas oublier que ces jeunes étaient champions du monde quand même. Oui, magnifique. Oui, il arrive avec un vivier. Et donc c'est par rapport à ça, et je trouve que c'est génial et audacieux de sa part à l'époque de commencer en disant je vais m'appuyer sur des jeunes plutôt que comme beaucoup ont fait, s'appuyer sur des cadres et puis après on verra. Et c'est là où je dis que ces jeunes-là, eh bien, on les encense aujourd'hui puisque maintenant ils sont ce qu'ils sont, ils ont fini de se révéler. Place à d'autres maintenant qui arrivent, je pense à comment il s'appelle, celui qui a marqué l'essai le dernier essai. Il s'appelle Tissot-B. Théo, voilà. Le palois. Voilà, pardon, je cherchais son nom, mais pas si facile que ça à prononcer, je te l'accorde. Non, c'est se rappeler surtout de qui il est, et je trouve qu'il a été magistral alors qu'il a essayé pendant tout le match, et ça c'est la relève déjà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci Dominique, d'avoir été avec nous au 0826 300 300. On va prendre Marc de Blagnac et Michel aussi de Géguin dans le Gers, si je ne dis pas de bêtises. Bonsoir Marc et Michel. Bonsoir. Alors, on va commencer peut-être avec Marc. On a parlé de Théo Tissot-B à l'instant. Plus tôt dans la soirée, on a parlé de Raphaël, on a parlé d'Antoine Dupont, de Mathieu Jalibert. Est-ce que toi, il y a un autre homme, par exemple, qui t'a marqué dans ce match? Alors, tu viens de Blagnac, j'imagine que tu dois être supporter toulousain, mais peut-être que c'est un joueur d'un autre club qui t'a marqué. Alors, Marco. Allô? Oui, Marc, est-ce que tu nous entends? Oui, j'entends. Ouais, je vois qu'il m'a marqué, il est égal à lui-même, avec une défense. Ah, Marc, on a des petits problèmes, on t'entend pas très Marco, bien. je te comprends pas bien. Ouais. Du coup, on va prendre la direction du Gers et de Michel. Même question pour toi, Michel. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué? Alors, c'est pas la sélection où il y avait le plus de Gersois pour cette fois. C'est un peu triste pour le Gers. Mais est-ce que toi, il y a un joueur qui t'a marqué?
Mais écoutez, moi, malgré le fait qu'on habite à 15 km de chez Anthony Gelon, moi, il y a quand même un joueur qui, vraiment, un sécateur, j'appelle ça un sécateur dans le jargon, mais c'est le petit Pavois, c'est Gégou, c'est ça? Il joue bien à Pau? Ah, Oscar Gégou, non, c'est La Rochelle. C'est Oscar Gégou, il joue du côté de La Rochelle. Mais ouais, il a été très très bon en troisième ligne. Allez, je te donne les stats comme ça, Michel, de Gégou. 12 passes, 20 mètres parcourus, ballon en main. Et quand même 15 plaquages réussis pour Gégou, qui est un joueur peut-être un petit peu plus polyvalent que les deux autres qu'on a vus en troisième ligne. François Cros, qu'on voit plus comme un joueur de devoir finalement. Et Gelon, un véritable sécateur. Gégou fait peut-être un petit peu plus le lion. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de sa performance, Daniel? La performance d'Oscar Gégou, tu l'analyses par rapport à son talent affirmé maintenant depuis une ou deux saisons. C'est un très beau joueur de rugby, des attributs athlétiques corrects mais pas exceptionnels. Il n'est pas très très bon en l'air, mais il n'est pas très très grand, et il n'est pas extrêmement puissant dans le défi athlétique. C'est pas radicalement ce qu'on appelle un perforateur, mais en même temps il est passeur, il sait se servir de ses membres, il est élégant, c'est un vrai rugbyman, et il a un très bon niveau. Il sent le jeu aussi un petit peu, je alors, mais voilà, il sent le jeu, c'est un vrai rugbyman, on dira. Il est capable de jouer dans tous les angles. Et va-t'en voir que hier, dans un match où le volume de jeu va augmenter, alors son talent à lui, il va se mettre en exergue. Quand tu vois qu'Anthony Gelon va rester presque absorbé par la tâche obscure du défensif, quand tu vois que François Cros va lui-même, tu vois, s'omnubiler dans la générosité du combat et colmater les brèches et maintenir comme ça une pression collective, Oscar, il est un peu de partout. Tu le vois un peu de partout. Mais pas plus que les deux secondes de ligne qui sont aussi des troisième lignes. Tu vois pas plus Oscar Gégou que tu vois... Guillard, par exemple. Le grand Charles, voilà, Charles Olivon, tu vois, voilà, absolu, qui eux ont aussi été alors ça, c'est des joueurs qui ont ce talent qui fait qu'aujourd'hui ils deviennent malgré tout un peu dans l'air du temps, pas encore des rares, mais malgré tout des hauts. C'est les polyvalents spécialistes, les mecs, ces trois-là, Oscar Gégou, Charles Olivon et Guillard, ce sont trois joueurs qui savent quasiment faire tout ce que des avants doivent faire. Et à partir de là, Oscar, il en fait partie. Il est rude. Alors Oscar, il a un attribut qui met en exergue la sympathie qu'on lui porte, c'est qu'il est jeune. Oui, et puis il est peut-être plus polyvalent, parce qu'on l'a vu notamment dans les choix de Fabien Galtier, parfois, quand le banc était en 7-1, on l'a vu basculer au centre. Alors ça marche sur des parties de match, c'est pas son poste, voilà. Mais en tout cas, il peut être intéressant aussi par ce côté polyvalent. Marc est de retour avec nous, Marc de Blagnac. Marc, du coup, toi, le joueur qui t'a marqué hier? Marc, alors, vas-y. Allô? Oui, on est là, Marco. Le joueur qui m'a marqué beaucoup, c'est pour moi Thomas Ramos. Toujours égal à lui-même, dans la direction du jeu, dans le jeu tactique. Il est au fond du terrain, il regarde un peu, il voit un petit peu ce qu'il faut amener pour essayer d'avancer dans le bon sens du terme, quoi. Oui, tu vois, je me permets, non seulement t'as raison, mais alors moi je suis toujours un peu vigilant, tu vois, de mettre en exergue un joueur par rapport à d'autres. Hier, par exemple, l'équipe nationale, notamment en première mandat, voilà, on peut presque tous les citer. Je vois pas pourquoi je dirais pas 3 ou 4 mots quand même sur Julien Marchand hier, tu vois, que je dirais pas non plus encore une fois. Tout à fait. Mais tu as raison de dire quand même Thomas, parce que Thomas Ramos, hier, il est aux limites ce qu'il peut faire lui de mieux avec son talent, et ce qu'on peut faire de mieux quand on est en arrière sur un terrain de rugby aujourd'hui. Honnêtement, il est brillant dans tous les secteurs. Il est brillant dans l'aérien, il est brillant dans le tir au but, il est brillant dans la relance, il est brillant dans la décision. En plus, il a aussi un instinct parfois. On a vu là justement cette petite passe de l'extérieur du pied sans contrôler le ballon. Il a avoué en conférence de presse après le match qu'il avait eu un petit peu de chance, parce que il savait pas exactement que Biel Biarré était là, et il s'est dit, si je le joue dans cette zone, il y a quand même une chance sur 2 que Biel Biarré soit là. Mais il a cet instinct aussi de parfois faire des actions que personne d'autre n'ose. Oui, alors là tu as raison de dire, hier je vais en dire 2 mots, parce que quand même hier c'est un exploit rarissime.
ce que fait Thomas Ramos sur l'essai de Louis Bielbarré, le deuxième, c'est de l'ordre de l'exploit affiné, c'est de l'ordre du rare. On va y revenir. Mais d'abord, quand même, il fait tout bien ou très bien. Après, n'oublie pas quand même, il fait quasiment 100% au tir au but. Mais c'est considérable, les collègues. C'est un match international. Quand le mec, il enquille tout. La seule qui rate, il la met sur le poteau. Voilà, et la seule qui rate, il la met sur le poteau et il est encore tranquille. Bon, en d'autres termes, en plus, il a ce qu'on pourrait appeler le rayonnement gratifiant. Quand il joue, il entraîne, il dégage, il harmonise. Il a un mauvais caractère qui est respectable. Tu vois, il a une teigne qui est admirable. Et puis il a un talent un peu de tout. Je dirais 2 mots sur l'exploit. Hier, à un moment, pour faire ce qu'il fait là, dans un centième de seconde, il se joue l'intégralité de son talent. Il faut qu'il soit dans le temps juste, dans le rebond juste de ce coup de pied tiré par Antoine Dupont, juste dans le dos de la défense. Il est dans le timing juste. Il faut qu'il lise l'hypothèse de il y a peut-être quelqu'un du côté gauche, il y a personne devant, il y a quelqu'un à droite. Ça se passe dans un centième de seconde. Il faut qu'il trouve la réponse motrice. Qu'est-ce qu'il fait avec son corps pour faire ça, quoi, tu vois? Il va donner un coup de pied, une volée de coups de pied. Il la donne de l'extérieur du pied dans le côté gauche. C'est-à-dire qu'à un moment, il résume une vision absolue dans un millième de seconde. Une réponse motrice, des gestes absolument justes, et après, ce qui va faire quand même l'exploit rare, il a, il a une chance considérable, admirable. Dans l'instant, tout se réunit pour que ce soit splendide et que ce soit un exploit. Eh ben, c'est Thomas Ramos qui l'a fait hier. En cela, hier, quand même, il est probablement, malgré tout, le joueur toulonnais, le joueur français. J'aimerais bien. Oui. Bah après, il faut pas oublier qu'il est Mazamétain avant tout. Absolument. De la montagne nord, ne l'oublions pas. Pas de confusion. Évidemment, il faut parler de Mazamet de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup. Merci Marco, merci à bientôt. En Haute-Garonne d'avoir été avec nous. Dans un instant, on sera avec Céline de Valence, avec Cédric de Béziers. Les vrais voix du rugby continuent évidemment. Vous pouvez toujours nous appeler au 0826 300 300. On va évoquer la suite de ce tournoi Destination. L'objectif pour la France, est-ce que on est désormais favori pour le titre du Grand Chelem? C'est la question qu'on va vous poser sur Sud Radio. À tout de suite. Ce rugby. On rentre dans les dernières minutes de ces vraies voix du rugby, toujours en compagnie de Daniel Herrero sur Sud Radio. Vous pouvez toujours nous appeler au 0826 300 300. Et on file encore une fois au standard avec Céline et Cédric. Alors Céline, elle nous appelle de Valence d'Agen et Cédric de Béziers. On va démarrer avec Céline. Est-ce que toi, tu as été déjà séduite par ce match de l'équipe de France? On imagine que oui, un succès 36-14 face à l'Irlande, ça n'arrive pas tous les jours. Mais est-ce que tu as été suffisamment emballé pour espérer un grand chelem à la fin du tournoi? Céline, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Céline. Alors le grand chelem, t'y crois ou pas Céline? Ah ben bien sûr, j'y crois. Et qu'est-ce qui te rend confiante comme ça? Mais avec tous les Bordelais, tous les Toulousains, je ne peux qu'y croire. Et quelques Toulonnais aussi, non? J'essaye d'intégrer Daniel. Évidemment, on va pas le fâcher. Céline, est-ce que tu as une question pour Daniel? Monsieur Daniel, je vous respecte beaucoup et je vous aime beaucoup. Je suis ravie de vous parler. Merci Céline. Vas-y, dis-moi un peu ce que tu ressens, ouais, sur le plan des perspectives du 15 de France. J'y crois à fond, je suis à fond derrière eux et Qu'est-ce qui te permet, Céline, tu ressens que le 15 de France, il est de très bon niveau, même d'un assez gros talent. Qu'est-ce qui te permet de dire, normalement, on doit pouvoir arriver vers la zone du Grand Chelem? Qu'est-ce qui t'apparaît rassurant, tu vois? Tous les Bordelais, les Toulousains, la forme des clubs français notamment. Jalibert, tout. Moi, je te rejoins là-dessus. Il y a une ossature, notamment dans le jeu offensif, notamment dans le secteur de la construction. Tu vois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on a la balle sur un terrain de rugby au niveau international? Là, nous avons 2 troisième lignes qui sont toulousains. Nous avons 2 3/4 toulousains et 5 3/4 bordelais ou 4 3/4 bordelais. Donc, on a une ossature quasiment de 2 clubs, de joueurs qui ont à la fois la connivence et qui ont le talent, qui ont le goût de la collectivité, qui ont le goût. Et à la sortie, je pense que ça autorise de dire ils sont déjà en place. Et le fait qu'ils sont en place le premier match du tournoi, qu'ils ont produit hier un jeu aussi élaboré, aussi volumineux, laisse penser
c'est que ça pourrait aller qu'en s'améliorant et que donc ça devrait nous amener, notamment dans le secteur de la construction du jeu, dans le secteur offensif, avoir une grande équipe de France vers le dernier match qui sera le France-Angleterre. Céline a des raisons donc d'espérer le titre du Grand Chelem pour cette équipe de France. Est-ce que Cédric, toi, depuis Béziers dans l'Hérault, tu es aussi confiant pour cette équipe de France? Bonsoir Cédric. Bonsoir Daniel. Ciao bonsoir Cédric, ciao. Et bonsoir Cédric. Moi c'est simple, je suis quand même, je garde quand même les pieds sur terre parce que quand on voit quand même la seconde période qu'on a fait, on s'est relâché parce qu'on avait le point offensif. On s'est dit bon un petit peu, c'est un peu relâchant. J'ai quand même une grande estime de Louis, de Mathieu, d'Antoine, de Merfou qui ont été très bons également. Et il y a Guillard, faut pas l'oublier non plus, qui a été très très bon. Monstrueux. Et ça faut quand même pas oublier que même Charles Olivon a donné sa petite touche personnelle, sans oublier que l'essai il en a marqué un quand même. Hein. Donc c'est vrai que pour moi je trouve que c'est une rentrée en fanfare pour le 15 de France, un jeu fluide, assez agressif, collectif. Moi je trouve que malgré la pluie, on a très bien joué. On a l'habitude de jouer à sec, c'est vrai. Et là, je me rappelle de certains matchs, notamment le Stade Toulousain qui a été perdre il y a pas si longtemps. Je crois que c'était en Écosse et ils n'ont pas apprécié la pluie. Ça a mis un petit peu une revanche un petit peu à cette équipe de France. Pour moi, après, pour terminer la suite du tournoi Destination, moi je trouve qu'elle est très intéressante parce que après cette entrée en matière qu'on a eue qui est quand même écrasante face à l'Irlande, faut pas oublier 36-14, ça fait des années que l'Irlande n'a pas pris un 22-0. C'est quasi du jamais vu. Donc il faut pas l'oublier aussi. Bon là après on part au Pays de Galles, à Cardiff. Je pense qu'il faut quand même que c'est un endroit qui est piégeux, mais il faut quand même qu'on garde les pieds sur terre et qu'on commence pas à s'envoler en se disant on va faire un grand chelem, on va faire ci, on va faire ça. T'essaies de tempérer l'enthousiasme un petit peu, quoi, de dire on est bon, mais attention, il peut y avoir piège. Alors, est-ce que le piège c'est Cardiff? Est-ce que le piège ce serait pas plutôt en Écosse? Attention, parce que ça peut être un match qui fait peur. Et puis il y a évidemment une possible finale au Stade de France face aux Anglais. Bon, moi, je me permets, c'est Cédric. C'est Cédric. Ouais. Cédric, moi j'aime bien d'ailleurs la première métaphore qui te vient. Tu dis le match de hier, il était en fanfare. Oui. Et j'aime bien l'idée parce que dans la fanfare, tu as le grand groupe, tu as le grand chant, tu as le grand allant collectif. Tu vois, hier c'était de cet ordre-là. C'était une aventure qui était collective, mais elle était joyeuse, elle était pétillante, elle était explosive par bien des côtés, elle était extrêmement harmonieuse tous ensemble. Ça donnait du cœur à l'ouvrage. Ça c'est vrai. C'est pas radicalement la lignée dans laquelle c'était dans l'année dernière ou il y a 2 ans. Juste pour dire quand même, tu vois, c'est vrai que l'Irlande ne prend pas énormément de points comme hier. Mais rappelle-toi, l'année dernière, Antoine met le genou à terre. Nous étions à Dublin. Ouais. Les Irlandais étaient quasiment devant nous. Antoine met le genou à terre. Il y a un changement dans l'équipe. Nous jouons à la 40e ou la 45e minute. Et on va leur mettre 25 points d'affilée. On va leur mettre 40 points chez eux quand même. C'est unique dans l'histoire, malgré tout. Et c'est vrai qu'on pourrait se rappeler aussi qu'il y a 2 ans, c'était à Marseille, c'était en 2024, quoi, tu vois, nous prenons une 40aine de points par les Irlandais chez nous. Donc hier, quand même, l'allure du match, les 30 points de première, enfin, les 30 points jusqu'à la 45e minute, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Est-ce que ce support de points, cette aisance au score et cette angoisse bien diminuée du résultat du match. Tu vois, à la 51e minute, avec 30 points d'avance, on sait qu'on ne le perdra pas. Est-ce que ça a amené une petite décontraction? C'est pas impossible. Une petite déconcentration, c'est quasiment certain. Un peu plus de fautes, on n'en avait pas fait en première mi-temps, un peu plus de placements mitigés, un peu plus de prise de risque inconsidérée, c'est-à-dire des choses un peu balourdes, et beaucoup d'approximations, notamment dans le défensif, ce qui va redonner un peu d'élan à des Irlandais qui, bon, je ne vais pas dire qu'ils en demandaient pas tant, mais qui nous avaient pas montré ce niveau qu'ils ont en plein milieu de seconde mi-temps. Et alors, est-ce que ça serait aussi une idée, mais qui n'a jamais caractérisé le 15 de France de Fabien Galtier, honnêtement, c'est le melon? Est-ce que tu vois, est-ce que cette équipe de France s'est un peu melonnée? Est-ce qu'elle s'est pris un peu de suffisance? Est-ce qu'elle a pris un rapport altier avec l'adversaire? Est-ce qu'elle a eu une mésestime de l'adversaire? On pensait tous, et toi sans doute comme nous ou comme moi, que quand ils en ont pris 25 en première mi-temps, ces Irlandais, ils allaient avoir une seconde mi-temps longue, pénible, tu vois, on était au fil de l'humiliation. Et est-ce que le comportement des Français laisse penser qu'on les a pris de haut? Sûrement pas.
Non, ça sûrement pas. Et est-ce que ça laisse penser que les prochains matchs, on va les jouer en haut du guidon? Sûrement pas. C'est vrai que c'est un peu piégeux au Pays de Galles, mais le rapport de force, il est incontestable, avantage de France. Et en même temps, par contre, pour rejoindre un peu l'idée de Quentin, c'est que dans les matchs à venir, celui de l'Écosse semble le plus compliqué, une équation plus compliquée à résoudre, parce que depuis plusieurs années, on les bat les Écossais, mais on joue jamais mieux qu'eux. Oui, c'est une équipe très intéressante avec des joueurs de très haut niveau. On peut penser notamment à ce numéro 10, Finn Russell. Merci en tout cas, Cédric. Ciao Cédric, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup aussi à Céline de Valence d'Agen. Et Céline, à très bientôt. Et félicitations à une autre Céline depuis les Hauts-de-Savoie à Féterne qui remporte les places de top 14 pour aller voir la rencontre entre le Loup et Montauban. De quoi passer une belle journée de Saint-Valentin. Ce sera le 14 février. Ce sera évidemment à suivre sur Sud Radio, tout comme la rencontre de demain sur Sud Radio, et même les rencontres de demain. La première sera en fil rouge, et puis la deuxième rencontre sera à suivre évidemment avec François Trio, notamment sur Sud Radio. Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous. Merci à vous, ciao. Et dans quelques minutes sur Sud Radio, on va continuer évidemment, on fera un point sur les informations à partir de 20h. Bonne soirée à tous sur Sud Radio, et puis à venir dans la soirée, notamment une émission des clés d'une vie. Tout à fait. Avec Marie Calter. Comme invité, exactement. Et juste après les infos, c'est Magali Berda. Oui, on l'embrasse Magali. Allez, des bisous. Bonne soirée.